Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d'énergie renouvelable. Et donc, ce webinaire est en fait une introduction, une session de formation d'une journée. Je vais vous mettre les liens pour bien sûr vous renseigner sur cette journée de formation. Et donc, je vais laisser, de toute façon, c'était comme ça que c'était prévu. D'abord, Marc, vous présenter sa partie sur un peu un florilège des outils de communication. Et on verra si Bertrand Rodriguez, donc de Catenary, arrive à se connecter pour vous présenter un peu un retour d'expérience sur ce propre projet. Marc, je te laisse la parole tout de suite et donc partager ton écran. Bonjour à tous. Oui, donc cette bande-annonce sur la formation qu'on fait déjà depuis quelques temps à Énergie Partagée sur la mobilisation communication. L'idée de ce moment-là d'une heure, c'est de voir à peu près le sommaire de ce qu'on y fait, de ce qu'on y dit, et puis vous donner un petit peu un aperçu de l'enjeu de la communication et effectivement de ce que ça peut donner concrètement sur des projets. Alors on n'aura pas le temps de rentrer sur une heure dans un détail du plan de communication, dans le détail de comment est-ce que chaque projet a fait. Néanmoins, on va poser plein de questions, on va voir un peu ce qui est très important, et puis on va illustrer. Moi, je vais me prendre 20 minutes de cadrage pour fixer un peu le thème et les enjeux de la communication. Après, il y a Bertrand Rodriguez, effectivement, de Catenary, qui va arriver qui va intervenir pour présenter spécifiquement des actions de communication qu'ils ont fait à Catenary. Catenary étant une coopérative catalane qui a des très bonnes idées en termes de communication et de mobilisation, donc c'est intéressant de s'inspirer d'eux. Et puis après, on se réserve 20 minutes pour des questions-réponses avec vous. Voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou si vous avez envie d'évoquer un enjeu en particulier. Généralement, je commence toujours les formations et du coup aussi aujourd'hui par cette photo que vous connaissez sans doute, qui est le parc éolien de Bégane, inauguré en 2014. Oui, cette photo de Bégawatt qui illustre finalement assez bien ce que peut donner une mobilisation citoyenne qui fonctionne bien et qui forcément a il y a des choses qu'on voit sur cette photo. On voit le nombre de personnes, on voit l'organisation qui a pu être nécessaire, mais on ne voit pas tout ce qui a permis à tous ces gens de venir avec le sourire, avec des moulins à vent, avec le soleil, avec des partenaires et autres. Et finalement, c'est finalement toute cette tous ces aspects, ces différents aspects de la communication et de la mobilisation que l'on aborde dans la formation et qui sont des choses allant effectivement de l'organisation d'un événement comme celui-là, mais à tout ce qui est le travail de l'ombre aussi auparavant, qui consiste à entretenir l'intérêt de tous ces citoyens, de tous ces partenaires autour du projet. Alors la communication, le principe même, c'est autour des projets citoyens, c'est que souvent, moi c'est ce que j'entends beaucoup autour des projets. Il y a un petit peu d'a priori autour de la communication, de ce que c'est, de ce que ça peut symboliser pour beaucoup de gens, et puis le fait qu'on pense que la communication, il faut absolument être un professionnel, un geek ou bien un artiste pour pouvoir s'y coller, et c'est tout l'inverse. Surtout sur nos projets, c'est les projets qu'on suit. Et je dis nos projets parce que je suis moi-même dans un projet, donc je m'intègre là-dedans. Surtout sur nos projets parce que ce qu'on a envie de communiquer, c'est avant tout l'humain, c'est avant tout l'aventure, c'est avant tout l'histoire de ce projet. Donc, on est tous à même de pouvoir transmettre cette information-là parce qu'elle est sincère. Et donc, on est tous un peu capables d'être sincères sur les raisons de notre implication et ce qui va sans doute intéresser les autres. Donc, c'est simplement du travail d'empathie. Donc, généralement, au début de formation, on essaie de se débarrasser de tous ces a priori qui peuvent nous empêcher de regarder clairement la problématique de communication. Parce qu'effectivement, sur un projet citoyen d'énergie renouvelable,
particulièrement, la communication a une place très importante tout au long du projet, du moment où on a la première idée, ou le premier, enfin on va dire le premier groupe, le groupe initial a l'idée, parce que il va falloir qu'il aille trouver des gens pour s'associer, pour convaincre. Il va falloir trouver des gens qui vont pouvoir travailler autour de soi. Donc forcément, ça passe par de la communication, au début très interpersonnelle, très naturelle, on va dire, mais de la communication quand même, avec quelques outils qui peuvent aider. Et puis après, il va falloir élargir la mobilisation. Là, c'est là où on imagine qu'il va falloir utiliser beaucoup d'outils. En réalité, on va le voir là, il faut avant tout avoir bien compris les enjeux et bien compris ses besoins. Donc ça, c'est aussi tout un pan de cette formation, que de pas partir tous azimuts sur de la communication, mais bien d'analyser la particularité de notre projet pour savoir quels sont ses besoins. Et enfin, en phase d'exploitation, en phase de production, lorsque le projet est lancé, il faut toujours entretenir la flamme avec les sociétaires, avec les partenaires, avec les sympathisants. Et ça passe par des outils de communication aussi. Donc on peut voir qu'un projet citoyen d'ENR particulièrement a besoin de communication, et d'une communication constante. Le plan de communication, on l'étudie justement à cette formation. C'est un plan de communication qui est adapté aux énergies renouvelables, mais qui en réalité est un principe basique de communication, qui est que il faut identifier à qui on a envie de s'adresser, et à quel moment, bien sûr. Ça dépend des moments, ça dépend des fameux moments des projets, enfin du séquençage de projets que je viens de décrire. Qu'est-ce qu'on souhaite leur proposer, qu'est-ce qu'on souhaite leur demander, voilà, que ce soit, si c'est des collectivités, on peut leur demander des choses, on peut leur proposer aussi des choses. On n'est pas que demandeur dans un projet citoyen. On a des choses à faire valoir, on a de l'intérêt, et il faut savoir l'utiliser pour pouvoir demander des choses à des partenaires. Donc typiquement pour les collectivités, elles sont très intéressées à pouvoir souvent se revendiquer à l'initiative ou en soutien de telle ou telle initiative, enfin de tel ou tel projet. Donc il est intéressant de pouvoir trouver le bon papier cadeau pour que la collectivité y voit son intérêt, et puis ait envie de vous aider et mettre à disposition des outils. Et puis justement, quels outils pour adresser ce message? En fonction du message et en fonction de ces différents publics, on ne va pas utiliser n'importe quel outil. On ne va pas utiliser les réseaux sociaux pour s'adresser à des collectivités. On ne va pas utiliser un PowerPoint lors d'une communication, lors d'une mobilisation financière. Voilà, on va pas utiliser. Enfin voilà, bon, bref, il y a des choses qui sont pas adaptées. Je vais pas faire la liste de tout ce qui est pas adapté, mais toujours est-il que une fois qu'on a fait ces deux premiers travaux d'analyse, les outils viennent assez naturellement, et on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de déclencher d'énormes moyens pour obtenir pour ce plan de communication. Évidemment, au début, et c'est ça l'important, et c'est ça, je pense, qui fait la différence dans des projets qui ont une communication qui est un peu mature et un peu stabilisée, c'est qu'il y a un groupe de travail de communication qui existe et qui aime travailler ensemble. Et ça change tout. On voit par exemple que dans le projet, là c'est un témoignage du projet Provence Énergie Citoyenne, qui disait que au début tout le monde voulait faire de la technique, ou tout le monde voulait travailler dans le finance et juridique, parce que c'était des spécialistes, parce que tout le monde était motivé. Mais sur la communication, personne ne voulait s'y mettre, parce que toute personne pensait vraiment être capé. Et puis au final, ils ont réussi ou je pense que quasiment personne n'est professionnel de la communication dans ce groupe, et pourtant ils arrivent à faire des choses formidables. Vous pouvez aller voir leur site, vous pouvez aller voir les outils qu'ils mettent en place. Donc voilà, il suffit un peu d'intelligence collective plus que de la compétence individuelle. Alors il est important, comme j'ai dit, et c'est surtout ça sur lequel j'insiste dans les formations, c'est pas finalement d'expliquer pléthoriquement tout ce qui est possible, c'est avant tout de savoir prioriser ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut collecter? Est-ce qu'on veut informer? Est-ce qu'on veut convaincre? Est-ce qu'on veut être pédagogique? Est-ce qu'on veut être pédagogique? Est-ce qu'on veut animer ses sociétaires? Est-ce que voilà, il faut pouvoir essayer de choisir. Alors parfois il y a plusieurs choses qu'on veut faire, hein. Parfois on veut tout faire d'un coup, ou bien parce que c'est nécessaire, ou bien. Mais il faut essayer de formuler ce genre de choses pour pouvoir se dire, bon face à ce besoin-là, il y a une action qui est la meilleure et qu'on peut prioriser.
Là, vous voyez quelques exemples, par exemple, de sites internet, de newsletters, de panneaux pédagogiques, ou bien le passage carnet de campagne, l'émission carnet de campagne qui fait une belle place au projet le projet d'énergie citoyenne au sens large. Je crois qu'à chaque émission, j'entends toujours un projet du réseau, ce qui est génial d'ailleurs. Mais voilà, il faut qu'on puisse savoir à quel moment activer ces outils, et donc c'est tout le travail que l'on essaye de faire en formation. En formation, on voit ce qui... Alors, je ne sais pas si vous voyez ma capture, alors je vais essayer de déplacer ça. Marc, oui. Oui, je profite pour t'interrompre un peu. Là, on a une remarque un peu virulente de Bernard là qui nous dit qu'il faudrait pas mélanger information et communication. Alors, il dit que la communication, c'est un processus d'échange entre deux personnes ou groupes, et donc l'information. Est-ce que tu peux éclairer Bernard sur ça? Sur la différence entre communication et information, Oui. Oui. Après, moi, j'essaye justement de pas trop faire de différence. Pour moi, il y a pas vraiment de. Enfin bon, si Bernard veut détailler, avec plaisir. Hein, mais moi, je trouve que sur nos projets, on est sur avant tout pouvoir présenter convenablement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, pour moi, entre communication et information, peu importe comment on veut l'intituler, je sais juste qu'il y a un mot qui fait peur, c'est communication, et qu'il y a un mot qui fait moins peur, c'est information. Mais en réalité, si c'est pour faire la même chose, peu m'importe, à vrai dire. Ok. Mais on pourra continuer le débat après, hein, s'il faut. Dans la formation, on décrit aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on n'a pas énormément de recul. On est sur les quelques premières années où on commence à utiliser des outils, et je peux constater aussi l'énorme progrès qu'on a fait depuis 5 ans. On a commencé à avoir des super outils. Donc ça veut dire que quand vous vous lancez dans des projets, se référer à ce qui existe déjà est déjà un travail qui va bien débroussailler le travail restant à faire, parce qu'il y a des flyers qui existent, parce qu'il y a des coupures de presse qui existent, il y a des sites web qui sont déjà écrits où les porteurs de projets ont mis du temps à peser chaque mot, donc autant s'y référer. Donc on voit ce qu'il faut faire, on voit aussi ce qu'il faut pas faire. J'essaye de trouver, c'est pas toujours facile, des exemples, on va dire, de choses qu'il faut pas faire. Alors c'est pas pour les pointer du doigt, mais c'est simplement parce que c'est assez utile de voir que par exemple sur une coupure de presse, envoyer une photo qui n'est pas adaptée, et ben c'est dommage, ça nuit à l'article. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis des idées simples, moi j'insiste aussi beaucoup lors de la formation sur le fait que trouver le particularisme de notre projet, ce qui fait qu'il est unique, de par son lieu, de par l'histoire, de par le parcours des porteurs de projet, ou de par l'ambiance générale du projet, et ben c'est ce qui fait qu'on va avoir une chance de sortir un peu du lot, de sortir de l'actualité, de pouvoir intéresser les journalistes locaux, les partenaires, et donc voilà, tout ce qui est original est à prendre. Là, vous voyez notamment, c'est une pizza, mais ça se trouve, Bertrand en aurait parlé, mais c'est la pizza Catenaire qui m'avait envoyé. Voilà, ils avaient fait une pizza avec le logo Catenaire. Je trouvais ça très rigolo. Des gaufres pour incarner, pour symboliser des panneaux solaires qui étaient disponibles à l'adoption. Voilà, autant de petites idées qui sont très sympas et qui sortent un peu du lot. Voilà, et ça c'est pour finir, on va dire, sur ce qu'on souhaite au final lors ça reprend un petit peu l'idée de cette première photo avec Begawatt, c'est que ce qu'on a envie, c'est d'atteindre ce genre de résultat, on va dire un groupe de sociétaires qui sont unis, qui se rejoignent un jour J, qui font une belle photo, on voit les gens, on voit la dynamique, on voit l'installation. Voilà, c'est important d'avoir une photo comme ça au début, même quand il n'y a pas encore les installations, c'est très très important de faire une première photo. C'est d'ailleurs, on va dire, l'enseignement principal de cette formation, que je ressasse constamment, c'est faites des photos le plus vite possible collectives. Voilà, j'espère que vous avez une bonne idée de la formation. Et maintenant, Julien, est-ce que Bertrand est arrivé pour pouvoir... Eh bien, écoute, moi, je le vois toujours pas dans la liste des participants, à moins que ce soit BV 6000S, mais là, j'ai un doute sur sur l'identité.
Bon, moi, ce que je propose, c'est que si vous avez déjà des questions, que vous n'hésitiez pas à les poser à Marc. Pour l'instant, je n'en vois pas. En fait, Bernard m'a explicité en fait, il attendait un sujet plus sur la mobilisation interne et donc la communication entre membres d'un groupe, ce qui est effectivement un autre module qu'on développe qui s'appelle donc nous le module 3. On a fait d'ailleurs un webinaire avant-hier sur ce sujet. Donc je vais renvoyer un lien à Bernard et d'ailleurs à à tout le monde sur ce webinaire qu'on a fait hier si ça l'intéresse. Où effectivement là on développe plus des techniques et des outils de mobilisation interne, de communication interne dans le groupe. Je peux commencer à parler de ce que Bertrand voulait dévoiler. Ouais. C'est simplement un retour sur un projet en particulier, sur une initiative en particulier qu'ils ont lancé dernièrement et pour lequel ils ont développé un dispositif de communication et d'adoption de panneaux. C'est un toit photovoltaïque à la tour en sol. D'accord. J'ai une réponse. Excuse-moi, Marc. J'ai une réponse. Oui. En fait, BV en question, c'est bien Bertrand. Donc, je vais tout de suite. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, on ne te voit pas. Bonjour à toutes et tous. On t'entend. Bonjour Bertrand. Très bien. Bonjour. Alors oui, BV, c'est moi, c'est mon téléphone. Bon. Je propose, Marc, que tu prennes le relais là, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué là, sur les outils que tu connais peut-être un peu quand même. Oui, bah voilà, non, mais simplement Bertrand, dès que Bertrand est disponible, il pourra en parler beaucoup mieux que moi. C'est qu'effectivement, il s'agit de 5 installations dans le territoire de Catener, pour lequel ils ont particulièrement mis en exergue le principe d'adoption de panneaux. Avec donc non seulement une adoption de panneaux à 600 € le panneau, donc qui se réplique sur la souscription, donc ça permet de faire des petites parts et puis de créer un effet de campagne courte et puis très incarné sur la campagne. Et ils ont aussi je trouve que c'est une idée intéressante, c'est d'avoir mis une carotte aussi, que parmi les adoptants, il y ait un concours avec un gain qui est la visite de la centrale solaire de Thémis et le four solaire de Mont-Louis, donc qui sont des dispositifs d'énergie renouvelable qui sont locaux, qui sont dans le coin de Catener. Du coup, on va dire que pour eux c'était facile. Mais dans chaque région, il y a des manières de trouver des lots ou de trouver des visites qui peuvent être parlantes. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre ça comme petite carotte à l'adoption de panneaux. Voilà, pour moi, j'avais pas vu ça dans un projet, donc je trouve que c'est une bonne idée. Alors ça, c'est aussi un credo de Catener, je crois. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on entende Bertrand sur ce sujet. C'est la manière dont est mis en avant la rentabilité de l'investissement par le biais de l'adoption de panneaux. Effectivement, on voit que là, Catener en fait vraiment l'accroche principale. Le financement citoyen est rentable. Et c'est sur ce sujet qu'ils axent les réunions. C'est pas tant sur le fait qu'il y ait une installation participative, etc. C'est avant tout sur le financement citoyen rentable. Sans doute que le fait de mettre ça en avant permet d'attirer des gens qui sont peut-être plus intéressés par la production le rendement de l'investissement. Donc c'est intéressant de voir s'il y a davantage de collecte lorsque ce message est utilisé. Ça, c'est un récapitulatif, en fait, si je comprends bien. Il y a vraiment eu une volonté pédagogique de montrer, je ne sais pas si vous voyez bien, je me rapproche, combien coûte l'installation, voilà, dans le détail, pour que les gens puissent savoir concrètement quel est le budget. Donc il y a une transparence, une volonté de transparence sur l'installation. Voilà, il y a des indicateurs ici aussi très intéressants sur le temps de retour énergétique, sur l'équivalent CO2, la production
1 gigawattheure sur 20 ans. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Tiens, j'avais pas vu l'équivalence de production d'1 gigawattheure sur 20 ans. Bref, il y a tout un tas de choses intéressantes dans cette campagne. Est-ce qu'il y a des questions ou des envies de développement? Ouais, alors on a une remarque sur le fond là, plus du message concernant le fait d'aborder les projets par la rentabilité en fait, sous l'angle de la rentabilité. Toi personnellement, en tant que responsable de la communication d'énergie partagée, tu penses quoi de ce choix? Parce que là, en fait, bon, il y a pas de vérité absolue, je pense. Il y a que des choix qui sont faits et donc qu'est-ce que tu penses de ce choix? Non, en réalité, c'est vrai qu'il faut quand même s'adosser à la réglementation qui dit que il faut absolument éviter de faire miroiter des montants et des rentabilités qui seraient fantaisistes. Donc, et là, c'est là où effectivement Catenaire pas joue, mais se place pile sur la crête, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer que c'est rentable dès lors que ça marche. Et il y a, je pense qu'il y a là on voit pas ici, mais on voit que les précautions généralement sont prises pour avec du conditionnel ou en disant voilà notre objectif de rentabilité. Donc dès lors qu'il est très clair qu'il s'agit d'un objectif et que la société ou la coopérative définit son business plan pour atteindre une rentabilité, il est possible de le dire. Voilà, de dire on est en train de travailler le business plan pour qu'il y ait 1, 2, 3%, 4% de rentabilité à horizon 20 ans, voilà. Dès lors qu'on prend suffisamment de pincettes, on peut communiquer dessus. Et donc c'est intéressant après de pouvoir déplier un message autour de la rentabilité, que l'investissement citoyen est rentable. Oui, il faut pouvoir justifier cette assertion et il faut pouvoir dire que sur certains autres projets, ça a été rentable, de combien, et voilà, et comment ça s'est passé globalement. Il faut pouvoir faire un retour sur cette affirmation. C'est un biais intéressant, mais il faut vraiment prendre toutes les pincettes nécessaires, d'une part pour la loi, mais d'autre part morale, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire des choses qui ne seraient pas justes. Donc voilà. Après, je dirais, si je peux me permettre, pour avoir aussi fait un peu de communication, c'est qu'un, dire les panneaux citoyens, enfin l'énergie citoyenne est rentable, ça joue aussi, c'est un jeu de mots finalement, parce que rentable, on entend tout de suite la rentabilité financière, mais on peut voir derrière ce mot rentabilité finalement autre chose, parce que la rentabilité, elle est aussi sociétale, elle est aussi voilà. Donc c'est le financement est rentable. Finalement, c'est assez rigolo de dire ça, parce que c'est pas tout le monde voit financière, mais finalement il y a plein de choses derrière. Et deux aussi, je pense que ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à un public militant, effectivement, c'est pas forcément le meilleur moyen d'associer des militants, parce que là, il faut plus peut-être parler des autres éléments du financement citoyen, c'est-à-dire qui est accroché à un territoire, qui permet donc de se mobiliser et de donner du sens à son argent. Après, mais quand quand on veut élargir vraiment le cercle et qu'on veut s'adresser justement à des gens moins militants, peut-être que c'est une clé d'entrée intéressante. Donc ça dépend à quel moment on se situe aussi dans la mobilisation. Mm. Mais toujours être très transparent sur la manière dont on arrive à affirmer des choses. Voilà. Ou alors, si on les affirme, il faut pouvoir employer le conditionnel si on n'a pas l'historique qui nous permet d'être catégorique. Voilà. Parce que il pourrait y avoir et ça c'est aussi, ça revient à tout un pan qu'il y a dans la formation aussi, c'est comment et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le faire en termes de mobilisation financière. Il y a tout un cadre légal autour de l'appel public, l'appel au public de titres financiers, qui cadre la manière qu'on a de le faire, qui cadre aussi les projets qui peuvent le faire. Enfin voilà, selon les typologies de projets et selon l'importance du projet, on a différentes obligations. Donc il faut bien se référer à ça, parce que au bout du compte, l'important, c'est que l'épargnant, enfin la personne qui va investir à vos côtés, ne puisse pas se retourner contre vous, n'ait pas de raison de se retourner contre vous parce qu'elle aurait été trompée. Donc évidemment, c'est pas l'objectif
de nos sociétés, bien au contraire, c'est que tout le monde ait bien compris là où il mettait les pieds. Donc, il faut manier la communication en sachant ça, c'est-à-dire que certes, il faut manipuler des concepts attrayants, il faut pouvoir être sympathique, mais il faut toujours s'appuyer sur la vérité. Voilà, toujours s'appuyer sur ce qui est vrai. Est-ce que Marc, tu m'entends? Oui, on t'entend. D'accord. Bon, je suis là depuis très longtemps, du coup, je vous écoute et c'est intéressant d'avoir tous vos retours et sans que je puisse intervenir. Du coup, c'est intéressant. Alors, il y a plein de choses qui ont été soulevées. Là, j'ai coupé la caméra, donc ça doit normalement assez bien se passer. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien, ouais. Bon, mais bonjour à toutes et tous. Excusez-moi. En effet, il y a quelque chose d'important que tu as dit à un moment donné, et c'est vrai qu'on a un peu axé la présentation sur cet aspect, c'est qu'il y a une communication interne, nous on appelle ça comme ça, une communication externe, et qu'aujourd'hui il s'agit beaucoup de communication externe, on parle surtout de ça. Moi j'imagine que la communication interne, pour moi aujourd'hui on parle beaucoup de communication externe, et que la communication interne, c'est notamment la formation qu'on va avoir avec Arnaud le 12 octobre à Montpellier, sur comment est-ce qu'on anime et on dynamise un groupe de porteurs, et que là aujourd'hui, oui, on parle beaucoup de communication externe. En effet, à un moment donné, quand on parlait de impliquer les différents acteurs d'un territoire, donc nous, on avait cette chance d'être très proche du four solaire de Montlouis et de la centrale Thémis que tout le monde connaît, et c'est une façon à la fois de mobiliser du public qui connaît ces choses-là, de pouvoir avoir des choses entre guillemets un peu exotiques, c'est-à-dire que dans la visite qui est proposée, c'est d'aller en haut de la tour solaire. Moi-même, je suis jamais allé, et très peu de gens, à part ceux qui bossent là-bas, ont ce privilège entre guillemets. Et au four solaire de Montlouis, c'est faire fondre une céramique. Donc c'est pas la visite classique, mais ils ont bien voulu jouer le jeu. Et donc on en a profité pour faire des présentations publiques dans ces lieux-là. Les professionnels ont été un petit peu mouillés pour l'organisation et que ça se passe bien, ce qui donne des forces vives sur de la mobilisation. À la Tour de Carole, on a aussi organisé un concert avec une association dont c'est l'activité. Ensuite, sur la partie plus on va dire communication, donc le flyer qu'on a fait et donc l'aspect rentable. Alors il y a plein de choses derrière ça. En effet, on se l'est permis parce que c'était pas notre premier projet. Il y a aussi tout un tas de dispositions à la fois statutaires et en assemblée générale qu'on a prises. Et on va dire que c'était un test que de faire la communication sous cet angle-là, en le mettant fortement en avant, avec en effet un côté rentabilité qui est de la rentabilité personnelle. En gros, je suis mieux rémunéré que le livret A, et une rentabilité bien sûr qui est collective en termes d'emploi. Transition énergétique des Pyrénées-Orientales, 6 000 emplois qui peuvent être créés, et on est dernier au chômage et RSA, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et d'avoir en effet une plus-value sociale, environnementale, etc. de nos projets. Et pour nous, ce test, en tout cas là sur ce projet, d'avoir mis l'aspect rentabilité en avant, n'a pas vraiment fonctionné. On n'a pas eu plus de gens et intéressés par le côté pécunier. Tous étaient hyper sensibles, surtout sur les questions environnementales, sur les questions de projets humains, humains dans le sens de local, de ce que je vois tous les jours. Etc. Et donc pour appuyer un peu quelle est la cible, quel est l'objectif, etc., on a fait un autre public qui était plutôt des acteurs du territoire, en expliquant que le volet plus économique de la transition énergétique, mais qui est un pan à part entière, comme autant que le social et l'environnemental, que par les plans climat, air, énergie territoriaux sont calculées les importations qu'on fait d'énergie. Et donc, on a calculé que c'est à peu près 1 000 € par an par habitant.
donc ce qui est conséquent en termes de factures et même de fractures. Pour les Pyrénées-Orientales, ça représente 2 millions d'euros par jour. Et quand on dit à tout le monde qu'on perd 2 millions d'euros par jour, alors c'est collectif et pas personnel, mais ça permet d'engager un discours aussi sur l'économie. Et parfois, il y a des personnes qui sont très fortement sensibles sur le volet économique. Et donc, c'est bien de pouvoir afficher des arguments et d'avoir une présentation un peu plus spécifique dédiée à ça. Et c'est vrai que pour le grand public, l'aspect, en tout cas aujourd'hui, on l'a vu, c'était pas très concluant. Et ensuite, on se l'est permis. Je vous ai mis aussi la plaquette qu'on est en train de travailler. Alors, elle n'est pas finalisée, elle est à 99%. C'est pour ça qu'on peut la présenter aujourd'hui, même si c'est pas celle qu'on va imprimer. Mais on a pris toute une date de dispositifs sur ne pas rémunérer le capital et rémunérer les comptes courants d'associés, qui font que c'est pour nous un apport qui est sûr, en fait, des intérêts qui sont pas fonction de bénéfices et donc hypothétiques, mais qui sont bien conventionnés et qui sont certains. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a affiché. On est encore aujourd'hui en dessous des seuils autorisés par tout ce qui est offre de titres financiers, d'offres publiques, en dessous de 500 000 euros par an, mais on sait qu'on va les dépasser. On a pris le choix en interne de ne pas respecter cette loi comme d'autres l'ont fait. Il y a déjà eu un collectif anti-éolien qui a porté plainte sur ce thème précis. Il n'y a pas eu de suite à cette plainte. Donc, nous, aujourd'hui, on prend ce risque et on sera capable, du coup, en l'anticipant, de pouvoir se défendre si on est attaqué sur ce sujet. Mais en tout cas, on a pris ces choix qui sont délibérés et bien mûris et bien discutés sur la petite équipe communication qu'on a et même avec le conseil, quoi. Donc la communication sur la rentabilité, elle est uniquement sur les comptes courants d'associés. C'est ça. De toute façon, nous, on rémunère pas le capital, c'est statutaire. Ok. Oui, mais effectivement, rien que grâce à ça, vous vous mettez un peu à l'abri sur les risques qu'il y avait, qui étaient plus sur la rentabilité du capital. Là, et voilà, et on l'explique bien sur notre plaquette, et ça n'empêche pas d'aussi écrire, même si on n'est pas obligé, que investir, donc c'est de l'investissement en société, ça comporte un risque, qu'il faut diversifier ses investissements, qu'il faut ne mettre que l'argent dont on n'a pas besoin, que c'est des choses qui sont sur le long terme, etc., etc. Donc il y a personne jusqu'à présent n'est venu avec une somme qui l'a mis dans l'embarras, qui pense que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir nourrir sa famille. Enfin, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser tout de suite. C'est par rapport à l'adoption et au concours dont je parlais au début. Adoption plus concours, vous l'avez lancé quand? Et globalement, ça a donné quoi? Alors, l'adoption, du coup, Marc, tu pourras aussi en témoigner un petit peu, c'est qu'on a pris cette idée donc de Solaire d'ici à Grenoble qui a lancé cette opération, puis d'autres coopératives l'ont aussi répliqué, donc c'est intéressant. En effet, le côté gain, tirage au sort et gain d'une éventuelle visite, ce qui a surtout marché, c'est qu'on a pu impliquer des professionnels dans le truc, et donc on a monté ces choses-là ensemble, et donc forcé de s'intéresser à ce qu'on faisait, à notre projet, etc. Et donc du coup, ils sont un peu plus participants que si on n'avait pas été les voir du tout. Mais côté public, ça n'a pas marché. Par contre, adopter un panneau, ça fonctionne bien. Nous, ça a bien fonctionné là sur ce projet auprès d'habitants qui on va dire permet une sorte moi je me souviens par exemple d'une campagne Greenpeace pour le nouveau Rainbow Warrior où il y avait une visite virtuelle du bateau et je pouvais acheter le bac de douche ou je pouvais acheter l'évier et donc ça donnait une matérialisation de mon investissement. Et là, le fait de pouvoir adopter des panneaux, ça redonne du concret dans l'investissement que je fais. Donc on a calculé
quel est en fait le coût d'investissement global, et puis on l'a divisé par le nombre de panneaux. Un panneau, ça coûte 150 € et non pas 600, mais par contre, avec le raccordement, avec l'assurance, avec tout compris onduleur, etc., un panneau à 600 €, ce qui en plus pour nous, ça tombe bien parce que c'est une part sociale, un compte courant d'associé à 500 €. Par ailleurs, la région nous verse une subvention plafonnée à 500 € par habitant. Donc, en gros, chaque personne qui adopte un panneau, la région en paye un aussi. Et le fait de travailler sur des ERP, on a choisi des micro-onduleurs, ce qui veut dire qu'on peut suivre la production panneau par panneau. Et donc, on va mettre en place sur notre site internet la possibilité d'aller voir un petit peu son panneau, voilà, de personnaliser un petit peu tout ça. Il y a une chanson qu'on n'a pas encore sortie, mais qui axe un petit peu ça, c'est la vie de mon panneau. Alors, même si c'est pas formalisé comme ça, c'est l'histoire de parler d'un panneau qui part du sable et qui finit en sable, et puis un petit peu toute sa vie. Et donc, c'est essayer d'humaniser, en quelque sorte, un peu le panneau solaire, qui est l'objet voilà, le plus représentatif d'une toiture photovoltaïque. J'ai fait, ça me fait sourire parce que j'ai fait une interview radio une fois où, quand on parlait d'adopter un panneau, etc., le commentateur, l'intervieweur me dit, bah ouais, c'est moins chiant qu'un chien. Et donc, en fait, je me dis, c'est bien que ça a cet effet, ça personnalise un petit peu l'objet, et donc ça humanise, et donc c'est bien ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'humaniser un peu plus nos projets, donc nos vies locales autour de ce sujet. Donc, on a une question de Jean-Paul qui s'aperçoit que il produit des supports, que ça suscite l'intérêt, mais qu'il y a parfois peu de passage à l'acte en fait. Et justement, je me disais qu'en écoutant Bertrand, il était quand même sur l'adoption, etc. C'était peut-être justement des outils qui permettaient de passer à l'acte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui peut favoriser le passage à l'acte? Effectivement, mais c'est un peu, je rejoins complètement Bertrand là-dessus, c'est de faire de la souscription un acte qui a du sens et qui est dénué de toute angoisse. Enfin, angoisse où on en fait un moment très solennel. Il faut essayer de désolennaliser, désacraliser le moment où les gens vont signer un papier de souscription et d'en faire un moment sympa. L'adoption, effectivement, ça en fait partie. De se dire qu'ils candidatent, enfin qui font un concours, pardon, qui concourent pour un gain, ça aide aussi à désacraliser, de se dire que c'est moins chiant qu'un chien, voilà, c'est tout ce qui va permettre de se dire bon, on n'est pas non plus en train de signer une assurance vie de 200 000 €. On est en train juste de prendre une part de 500 € ou de 600 €. C'est pas non plus la mer à boire. Donc, on va rendre la chose conviviale, rendre la chose sympathique, montrer aussi tout l'impact qu'il y a. Donc, voilà, dire si vous faites ça maintenant, c'est un panneau qu'on peut installer. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donc, de faire le plus possible représenter l'impact réel de ce que ça va nous aider à faire. C'est le meilleur moyen que les gens se disent bon, effectivement, je le fais parce que ça a un impact direct. Mais du coup, il ne faut pas hésiter à accompagner. Moi, je sais que sur l'adoption, ça a très bien marché quand on a poussé à la roue à fond. C'est-à-dire quand on disait allez adopter un panneau, allez on met une table, ici on adopte les panneaux, et puis vous mettez votre nom, et puis on avait un paperboard, les gens mettaient leur nom derrière un post-it, voilà, c'était le post-it de leur nom. Faut filer le truc jusqu'au bout. Si on dit juste voilà on a fait l'adoption de panneaux, bon voilà, souscrivez, les gens le feront pas plus. Faut vraiment qu'on pousse à fond. Et donc voilà, ça s'accompagne d'une campagne, d'un peu d'événements, d'aller sur les festivals, d'imaginer un peu une scénographie autour de passage à l'acte. Mais une fois qu'on fait ça, moi je pense effectivement ça marche très fort. Autre question de Clément. Là, c'est plus, on est vraiment sur un autre sujet. Comment convaincre les collectivités locales de prendre part au projet dès les premières étapes? Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est que bien souvent, elles sont bénéficiaires du projet, donc directement sous forme de loyer ou indirectement sur la richesse qui va être dégagée sur le territoire, richesse multiple.
on leur dit que déjà, pour avoir la maîtrise, on crée des coopératives qui font que la collectivité n'a pas à supporter l'intégralité de l'investissement et que c'est une solution intermédiaire entre filer ça à un développeur avec le camion, les clés du camion et ne plus rien maîtriser. Donc avec une part sociale qui est accessible, nous on a mis les parts sociales à 100 €, ce qui est, si c'est 100, 200, 500, ça reste quand même accessible pour une collectivité. Donc elle peut investir une part. Je pense que dès le début, nous on présente des projets comme ça en disant c'est pas que vous n'investirez pas, mais vous investissez une toute petite partie de l'investissement. Et là où je pense que ça a du poids aussi, c'est que dans une campagne de financement, on surtout doit donner confiance. Et donc quand on a réuni l'ensemble des parties prenantes au départ et qu'on présente ça au public plus large, il aura un petit peu plus confiance si la commune est partie prenante, j'imagine, est engagée. Et moi, c'est un peu le même retour. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est la collectivité, elle va venir dès lors qu'elle voit son intérêt. Après, il peut arriver qu'il y en ait des vraiment philanthropes ou de l'intérêt général qui perçoivent tout de suite l'intérêt et qui du coup n'aient pas besoin d'avoir des retours. Mais voilà, si on veut vraiment enfin moi je trouve qu'il faut il faut aller presser un petit peu les collectivités aussi pour leur dire vous êtes une collectivité, vous devez vous engager au titre du nombre d'administrés que vous avez et se satisfaire d'une petite part de 100 € ou 200 €. Enfin, après ça dépend de la collectivité. Mais pour certaines grosses collectivités, il faut qu'on les mette face à leurs responsabilités aussi et qu'on mette des limites, voilà, et des planchers. Voilà, parce que nous, à Solaire d'ici, on a pu avoir des collectivités pour 100 € qui étaient des collectivités de 50 ou 60 000 habitants. On attend des efforts à la hauteur de leur importance. Et depuis, il y a eu vraiment un retour d'image, il y a vraiment eu des efforts qu'on fait. Dès lors qu'on sait que les collectivités sont intéressées, on fait les efforts pour les afficher sur le site, pour les inviter lorsqu'il y a la presse, pour les inviter lors de nos événements. Donc il faut qu'elles comprennent dès le début que vous avez les capacités de pouvoir faire briller le projet, une fois qu'il existera, pour qu'elles comprennent que oui, bon, il faut un peu s'engager pas que symboliquement, mais aussi pour vous aider. Marc, une autre question. J'espère qu'on va pouvoir retrouver Bertrand avant la fin. Ah d'accord. Donc ok, ça fonctionne, ça refonctionne. Donc quand on se lance dans un premier projet, comment financer la communication en fait? Bon, alors ça va être difficile de répondre en une minute. Hein. Je vous avoue que la formation est un peu faite pour ça. Mais disons que quand on se lance dans un premier projet, ça veut dire qu'il va falloir faire les étapes d'abord on va dire, qu'on appelle la phase d'association, enfin la phase où il va falloir s'entourer de personnes et de partenaires volontaires et de confiance pour pouvoir ne serait-ce que poser le projet, le structurer et puis commencer à repérer un petit peu les relais, les collectivités, les partenaires qui vont pouvoir vraiment, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc on va dire que la partie de communication, la première, c'est une communication qu'on pourrait appeler interne, c'est-à-dire le fait d'avoir ne serait-ce qu'une mailing list pour parler entre les gens du projet, le fait d'avoir un bon PowerPoint, un bon pitch de 10 lignes sur qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on veut faire, les idées un peu claires, une photo. Voilà, c'est un peu le début où on commence à se faire mousser auprès du premier cercle. Et puis après, quand on arrive dans la phase où techniquement, juridiquement, économiquement, les choses sont un petit peu avancées, donc quand le travail hors communication a été bien avancé, et ben on va rentrer dans une phase de mobilisation où là, il faudra mobiliser tous azimuts, tous les relais qu'on aura préchauffés avant, c'est-à-dire les réseaux de l'ESS, les réseaux de l'environnement, les réseaux de la finance solidaire, les réseaux associatifs, même de parents d'élèves, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir sous la main, c'est en fonction évidemment du maillage social de son territoire. Mais c'est à ce moment-là qu'on va tout mobiliser. Et du coup, là, ce sera un renfort d'outils un peu plus costauds, comme des sites internet, des flyers, des affiches, des événements. Voilà. Bon, c'est grosso modo, hein, mais en gros, voilà comment ça peut se passer pour un premier projet. Si je
peux ajouter, nous, on a par exemple, alors c'est pas tous les territoires qui sont concernés, mais en territoire rural, il y a des fonds européens. Donc nous, on a eu un fonds leader pour, en fait, il n'y a pas de subvention qui permettent de pouvoir investir dans les énergies renouvelables. Par contre, l'animation, la communication, elle peut être financée par de la subvention. Donc, ça peut permettre de quand même amener un petit peu de financement sur ces sujets. Les fonds leaders, 10% public, 10% d'autofinancement et 80% d'aide. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, nous, à la Tour de Carol, sur un budget de 6 000 €, on a eu 4 000 € de subvention de l'Europe. Et donc, ça veut dire que tu as monté un dossier européen pour avoir 4 000 €? Alors, c'est des dossiers européens qui sont quand même plutôt simples. Les fonds leaders, ça m'a pas pris énormément de temps. Moi, je suis salarié par Caténaire, donc j'ai même mis un bout de salaire qui a pu être pris en charge. C'est un dossier qui est pas très compliqué à faire. D'accord. Ouais, et puis du coup, les collectivités, enfin au-delà de l'Europe, si vous allez voir les premières collectivités ou celles qui semblent les plus intéressées ou qui ont envie d'être les plus proches. Nous, on avait fait ça aussi effectivement autour de Grenoble avec la métro, qui nous a dès le début assuré une subvention qui a mis du beurre dans les épinards effectivement, parce que sinon au niveau animation, au début, c'est très poussif sinon. Profiter beaucoup d'événements existants où les gens sont déjà rassemblés, parce qu'au départ, en effet, quand on crée un projet, il n'a pas de vie encore, donc c'est difficile de regrouper les gens autour d'un projet inexistant. Et voilà, c'est à partir du moment où il y a une thématique assez proche, assez facilement d'avoir un bout de micro pour une conférence, pour un atelier, pour tenir un stand, et donc aller dans des endroits où les gens sont déjà, ils n'ont pas besoin de se déplacer exprès. Bon, ça fait une réponse, je pense, assez complète pour Cécile et pour les participants. On va arriver au bout de ce webinaire, donc qu'il faut bien entendre comme une introduction à une journée de formation. Je vous ai mis le lien pour vous renseigner et éventuellement vous inscrire. Vous dire aussi, déjà aussi remercier Marc, bien entendu, remercier Bertrand qui a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir nous parler. Et je suis bien content qu'il ait réussi. Vous excusez aussi un peu pour la qualité technique du coup de ce webinaire qui est un peu compliqué, mais ça c'est pas grave. Et donner rendez-vous pour le prochain webinaire sur le co-développement. Comment reprendre la main sur des projets d'ENR de territoire le 9 octobre, qui introduira aussi une journée de formation. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci, avec grand plaisir.